Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Monde Politique qui reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur Germain Bitiou Nama, le coordonnateur du Front Patriotique, un mouvement qui a été lancé le 4 août dernier par 33 organisations de la société civile et des partis politiques qui ont signé la charte d'adhésion. Alors, cette émission se veut également pour parler des défis de cette organisation, mais aussi des questions de l'actualité nationale et internationale. Bonjour Monsieur Nama et bienvenue. Bonjour Bernard. Merci, vous êtes sur la télévision Truth TV et sur la radio Watt FM. L'émission c'est Monde Politique et nous allons commencer avec vous. Nous savons que vous avez longtemps fait dans le journalisme d'investigation. Pour terminer, vous étiez dans le comité au niveau de l'ASE-LC, le comité d'orientation. Alors, qu'est-ce que votre mission a pris fin le 18 août concrètement? Qu'est-ce que vous revenez comme mission au niveau de l'ASE-LC avant que nous abordons les autres sujets enrôlés? Merci Bernard, je vous remercie de m'inviter sur votre plateau pour échanger notamment sur la vie du Front Patriotique. Pour revenir à votre question, la structure à laquelle vous faites allusion est le Conseil d'orientation de l'ASE-LC. Disons que cette structure a été mise en place pour aider l'ASE-LC à cerner les questions qui sont les missions qui sont de son ressort. Alors, c'est une structure, j'allais dire, d'appui aux contrôleurs, aux activités du contrôleur général. Et j'indiquais tantôt aussi que parmi ces missions, le premier responsable de la structure est recruté par ce conseil d'orientation. Les textes qui sont adoptés, qui sont pris au niveau, qui sont présentés au gouvernement par l'ASE-LC sont étudiés et validés d'abord par le conseil d'orientation avant d'aller à un conseil des ministres. Voilà à peu près ce que nous faisons. Comme on dit, les bilans et tout ça, nous regardons et puis nous apprécions tout cela. Vous aviez un mandat de... Moi, j'avais un mandat de 4 ans. Il y en a qui ont un mandat de 2 ans et d'autres qui ont un mandat de 6 ans. Donc pourquoi il y a une différence au niveau des mandats? Non, parce que si on ne fait pas une différence, on va se retrouver en fin de mandat où tout le monde doit partir et il n'y a aucun acquis, aucune mémoire en quelque sorte. Donc s'il faut recommencer totalement par le renouvellement des hommes, ça pose quand même problème. Et votre mandat, c'était non renouvelable alors? Non, il est non renouvelable. D'accord. Ouais. Alors, oui, mais comment est-ce que... la question, c'est comment est-ce que vous êtes retrouvé? Parce qu'on sait que vous êtes dans le privé, vous êtes journaliste d'investigation, et puis vous avez été admis au niveau de ce conseil d'orientation. Comment est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé tout simplement parce que l'ASE, dans le texte organique de l'ASE-LC, notamment ceux qui portent sur le conseil d'orientation, on a besoin d'un certain nombre de personnes qui viennent d'horizons divers pour aider la structure à cerner les questions. Et moi, j'ai été choisi dans le milieu des journalistes d'investigation. Voilà comment il y en a qui ont été choisis dans le milieu du barreau et de la justice. Il y en a qui sont choisis dans le milieu du commerce, notamment. Il y a effectivement la partie publique et la partie privée. Voilà. D'accord. Après ça, vous aviez raccroché de votre responsabilité au niveau du bimensuel événement, votre journal. Alors, c'est-à-dire que vous retournez au niveau du journal ou bien non, en fait, une retraite finalement? En fait, de raccrocher, je n'ai pas totalement raccroché. J'ai confié la direction de publication à un jeune, Akiana Serge Oulon. Et moi-même, je suis resté comme administrateur général de la boîte. Vous auriez constaté également aussi que d'un point de vue éditorial, je suis présent, disons depuis 22 ans.
que 21 ans que le journal existe, il n'y a pas un seul numéro, il n'y a pas ma signature. Donc, je suis toujours là, en quelque sorte. Alors, vous êtes à l'émission Monde politique de Watt FM et Retweet TV. L'émission se poursuit avec M. Germain Bitiou Nama. Alors, l'actualité faisant aussi, c'est les audits que le gouvernement a lancés. Alors, c'est sûr qu'au lancement, vous y étiez toujours parce que votre mission a pris fin le 18 août. Au lancement, vous y étiez. Que pensez-vous de ces audits qui ont été lancés, de cette vaste opération qui a été lancée? C'est une bonne chose de lancer des audits parce que ça fait partie, ce sont des instruments de bonne gouvernance. Mais il faut faire attention à ne pas faire de la manipulation en quelque sorte. Ce que je constate en tant que citoyen, l'observation que je peux faire sur les audits qui ont été lancés, c'est que ce sont des audits ciblés. C'est des audits ciblés. Ciblés comment? Ciblés, c'est-à-dire on a choisi un certain nombre de secteurs où, effectivement, on a souhaité que les audits se fassent. Tous les ministères ne sont pas concernés? Tous les ministères, bon, je ne sais pas si tous les ministères, non, je ne pense pas que tous les ministères soient concernés, et toutes les institutions non plus ne sont pas concernées. Donc il y a effectivement des secteurs qui sont ciblés effectivement pour cela. Et l'observation que je fais par rapport à ça, j'ai dit cette approche au cas par cas n'est pas une bonne manière de combattre la corruption. Pour combattre la bonne manière aurait consisté à renforcer la structure ASE-LC qui a effectivement ses propres mécanismes de travail. Il y a au sein de cette structure-là un fonds qu'on appelle le fonds d'intervention. Ce fonds d'intervention, c'est celui qui permet de soutenir les enquêtes, les investigations. Pendant des années, on réclame des financements pour renforcer justement cela, afin de faciliter la mobilité des contrôleurs. Mais vous savez, ce que je peux dire, c'est que les hommes politiques qui se succèdent au pouvoir ont peur des contrôles, ont peur justement de la lutte, de la véritable lutte contre la corruption. C'est la raison pour laquelle les moyens suffisants ne sont pas donnés à l'ASE-LC pour faire son travail. C'est-à-dire que maintenant, s'il y a un audit qui est lancé, une vaste opération qui est lancée, ce problème de moyens ne va plus se poser? Non, ce sont des moyens ciblés. Les moyens qu'on vous donne, c'est pour faire ce qu'on vous a dit de faire. À mon avis, ils n'ont pas à dire à l'ASE-LC, voilà ce que vous devez faire. L'ASE-LC a son programme de travail, il sait ce qu'il doit faire, en quelque sorte. Il lui reste à avoir les moyens conséquents. Il lui reste à avoir les moyens conséquents pour le faire. D'accord. Alors, par rapport aux audits, beaucoup de bruit avait circulé en ce qui concerne les ministères de la Défense et de la Sécurité. Nous avons eu l'information que finalement les audits également ont commencé. Alors vous, avant de partir, vous dites à quel point exactement on est avec la SELC, on est avec les audits? Non, ça, c'est pas, je ne suis pas habilité à parler de ça. Seul le contrôleur d'État peut... D'abord, c'est lui qui connaît les dossiers. Nous ne connaissons pas les dossiers. Sauf s'il venait à nous en parler. Et là, publiquement, c'est lui qui est habilité à en parler. Est-ce que les audits ont concerné les ministères de la Défense et de la Sécurité? Oui, les audits ont concerné le ministère de la Défense. De la Sécurité, je ne sais pas, mais le ministère de la Défense, l'armée, en tout cas, est concerné par les audits. D'accord. L'autre point d'achoppement qui fait beaucoup de bruit, c'est l'audit de l'Assemblée nationale qui a aussi été commandité. Alassane Bala Sakandé attaque la procédure. Il y en a qui disent la LCE peut, d'autres disent la LCE elle ne peut pas. Nous voulons vous entendre là-dessus. Moi, je préfère effectivement laisser la procédure se dérouler, puisque, disons, le débat est engagé. M. Bala Sakandé a engagé ses conseils sur cette question. Je pense qu'il est beaucoup plus prudent de voir venir plutôt que de juger les choses avant la justice. Non, ce n'est pas de juger. Vous aviez été à la SELC. Est-ce que c'est légal, c'est pas légal? Non, mais il y a les arguments en présence. Il y a l'Assemblée nationale qui
ses structures et son mode de fonctionnement. Il est dit effectivement dans ces textes que c'est, disons, une commission, la commission des finances, qui contrôle l'Assemblée nationale et qui contrôle la gestion de l'Assemblée nationale et qui est habilitée aussi à proposer des sanctions. Donc, les audits ont été faits par cette structure. Ce sont des affaires classées. Bon, si le politique veut effectivement ramener effectivement les choses, bon, M. Bala conteste cela parce qu'il estime que ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Les textes existent. Bon, laissons la justice trancher. D'accord. Monde politique avec Germain Bitiou Nama. Maintenant, nous allons parler de la gestion du Burkina Faso 8 mois après la prise du pouvoir par le MPSR, donc dirigé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, donc l'actuel chef de l'État. Alors 8 mois après, est-ce que un bilan à chaud à partir de vos observations, oui, notamment sur la question sécuritaire qui a été le principal... Oui, ok. L'exercice aurait été intéressant si on avait d'abord le bilan de M. Damiba pour opiner là-dessus. Vous me demandez, je serais effectivement prétentieux de ma part de vouloir faire le bilan des 8 mois de présence à la tête de l'État de M. Damiba. Mais si j'ai des observations à faire, je le ferai sur 2 points précis, oui, par rapport à la gouvernance, la gouvernance même, et par rapport à la question de la sécurité. Sur le premier point, je pense que je vais m'en tenir simplement au sentiment des Burkinabés. On a l'impression qu'il y a beaucoup plus d'effets d'annonce que de mesures profondes qui sont prises sur le plan de la gouvernance. Disons que ce que les Burkinabés sont habitués à voir, c'est effectivement ce qu'en d'autres temps on appelait les dégagements avec effet immédiat. Et puis c'est pratiquement tout. On chasse des gens et on fait venir d'autres, bon, sans doute des amis. C'est ce que l'on constate. Mais en tant que mesure emblématique, j'allais dire en termes de réforme, je ne vois rien effectivement de fondamentalement nouveau qui se pointe. En ce qui concerne la sécurité, la lutte contre l'insécurité, je ne dirais pas que rien ne se fait. Sans doute, les hommes qui sont au front font du mieux qu'ils peuvent, mais les résultats sont également ce qu'ils sont, c'est-à-dire vraiment pas à la hauteur des attentes des Burkinabés qui attendent davantage qu'on libère les territoires, qu'on fasse retourner les personnes déplacées. Et là, l'attente, ça dure et on ne voit rien venir. Alors, vous dites qu'au niveau de la gouvernance, ce qu'on peut retenir, ce sont les révocations avec effet immédiat, mais les organes sont pourvus. Il y a les audits qui ont été enclenchés, certainement, c'est pour assainir les questions de gouvernance, de malversation, mais aussi la mise en place d'un certain nombre d'organes pour accompagner la transition. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un motif de satisfaction ? Oui, mais les organes pour accompagner comment on appelle ça, la transition, ça n'a rien de vraiment spectaculaire. Ça n'a rien de. C'est quelque chose. Ce sont des instruments de gestion ordinaire. Je ne vois rien de. Mais la qualité des instruments peut déterminer la qualité des résultats. Ben encore faut-il prouver qu'il y a la qualité, ce sont des instruments de qualité. Moi, je veux bien voir. On va juger au résultat, mais ne dévançons pas l'iguane dans l'eau, mais ils ont mis les trucs en place, on les jugera le moment venu. D'accord. Lors du grand oral du Premier ministre, il a dit ceux qui attaquent le Burkina sont connus, il a même cité les différents profils. Est-ce que c'est déjà pas un pas de savoir qu'on est attaqué, mais par qui? Ce que le Premier ministre a dit, moi je le savais depuis. Vous, Bernard Bourma, vous êtes un journaliste, vous le saviez depuis. Il n'a rien apporté de nouveau à la connaissance du phénomène. Ce que nous voulons, c'est qu'effectivement, il y ait une lutte résolue et décisive
contre le phénomène de l'insécurité. Ce n'est pas effectivement cette typologie qu'il a dégagée, n'est-ce pas, portant sur les profils des terroristes et tout ça. Ça n'a aucun intérêt pour le Burkinabé ordinaire. Du reste, en tant qu'intellectuels, nous savons tous, effectivement, depuis un certain temps, que tous ces profils-là existent parmi les terroristes. Oui, mais quand un chef du gouvernement le dit, c'est quand même un pas, parce qu'avant, ça ne se disait pas, même si les profils étaient connus, comme vous l'avez si bien dit. Mais je ne vois rien vraiment de méritant ou bien de méritoire à ce que le chef du gouvernement dise des choses qui vont de soi. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, 7 ans après que le phénomène terroriste soit apparu effectivement chez nous au Burkina, mais venir dire que voilà les profils, etc., mais je crois que il n'y a absolument rien d'extraordinaire à cela. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ce n'est pas sur ce point qu'il faut effectivement juger de la pertinence de l'intervention du Premier ministre. Okay. Côté sécuritaire, il y a eu l'installation du commandement du théâtre, donc le commandement des opérations du théâtre national, qui est en train de faire un boulot. Il y a eu aussi de nouvelles bases donc, militaires qui sont 4, donc qui ont été créées, Koudougou, comme on appelle ça dans le BAM, Boromo, et puis bon voilà. Donc il y a un changement au niveau du dispositif, certainement pour améliorer l'offre sécuritaire. Ça c'est quand même, comme je parle d'instruments qui ont été mis en place pour faciliter les choses, M. Nama. Mais quand un chasseur change de fusil d'épaule, il a des raisons pour le faire. Nous constatons simplement qu'il a changé le fusil d'épaule. Ce que nous voulons, c'est qu'il attrape le gibier. Que quand le coup de feu va partir, que le fusil soit à gauche ou à droite, que le gibier qu'il atteigne le gibier. C'est ça. Nous attendons, ça c'est effectivement des opérations techniques, un redéploiement technique. Mais quel commentaire vous voulez qu'on fasse? Moi je ne suis pas un expert militaire, moi je ne juge qu'au résultat. Moi je veux qu'effectivement ce déploiement puisse nous apporter beaucoup plus de sécurité, que les Burkinabés le constatent à travers les éléments que je viens de citer, c'est-à-dire d'abord l'arrêt du flux des migrants qui quittent leur village pour venir s'installer à des endroits plus sécurs, et puis également qu'il y ait véritablement des territoires libérés afin que les déplacés puissent se retrouver. Mais il y a des marchés au Sahel qui ont rouvert, Gorom, Déhou, comme l'a dit le ministre Yeroboli. Mon cher, il y a une polémique là-dessus. Il semble que ce n'est pas l'effet de la lutte contre le terrorisme qui a entraîné ça. C'est un compromis entre, effectivement, entre terroristes et puis les acteurs locaux qui a entraîné cela. Ce sont des informations que j'ai. Mais je ne pense pas que ces éléments-là doivent être pris comme étant des trophées de guerre. Parce que le bilan ne permet pas, effectivement, de crier victoire. Monde politique avec Germain Bitiou Nama, coordonnateur du Front Patriotique. Votre mouvement a été lancé le 4 août dernier donc par 33 organisations de la société civile et des partis politiques. Donc le Front Patriotique est lancé, les activités également sont lancées. Aujourd'hui, après, est-ce que vos rangs se sont agrandis? Ben oui, disons que... pas d'un point de vue formel en tant que tel, mais il y a des gens qui frappent à la porte, effectivement, pour connaître le mouvement, les objectifs du mouvement. Nous leur présentons la charte, nous leur remettons la charte et la plateforme de lutte, et qui promettent nous revenir. Nous avons engagé des démarches envers le monde du travail, qui sont des alliés naturels. Nous appelons même, ce sont les piliers, effectivement, qui peuvent constituer le pilier du front patriotique. Donc nous sommes en pourparlers avec le monde syndical pour
leur présenter justement la structure, parce que la plateforme de lutte les concerne tous. Donc, il y a effectivement des perspectives intéressantes à ce niveau. Les grands points de la plateforme de lutte sont lesquels? Bon, d'abord, il y a un premier point qui porte sur la mise à plat de la transition même. C'est-à-dire ce que nous souhaitons, c'est une transition légitime, une transition politique légitime et souveraine, parce que nous estimons que tant que les Burkinabés ne s'identifieront pas à une transition, il va être dur de relever les défis qui se posent à notre pays. Et il y a ensuite la question du pilier de la justice qu'il faut absolument renforcer, parce que c'est un élément important de notre vivre ensemble. Du reste, le collège de sages lui-même avait identifié la justice comme la clé de voûte du processus de réconciliation nationale. Ensuite, il y a les jugements de tous ceux qui sont épinglés par la justice, dont les mandats d'arrêt continuent à courir, etc. etc. Donc, bon, voilà, pour m'en tenir à ces quelques éléments, des 9 points de la plateforme, de notre plateforme de lutte. Alors, pour la mise à plat de la transition, concrètement, comment est-ce que vous voulez que ça se passe? Comment est-ce que ça va s'opérationnaliser? Comment est-ce que vous voyez ça, la mise à plat de la transition? Ce que je peux vous dire, c'est en fait des généralités, mais c'est demain qu'effectivement, parce que dans notre démarche, nous avons confié la plateforme pour son opérationnalisation. Nous avons demandé qu'on décline les 9 points de la plateforme en plan d'action. C'est-à-dire chaque point de la plateforme comportera un plan d'action qui va définir la stratégie, qui va définir les activités qui vont avec, et éventuellement aussi un agenda. Maintenant, vous dites... vous me demandez le premier point. Oui, comment est-ce que ça va se passer exactement? Comment vous voyez la faisabilité? Mais nous posons le problème notamment aux Burkinabés et notamment aux responsables de la transition, qu'ils regardent eux-mêmes. Si les choses piétinent, c'est parce que ils mènent même une démarche d'exclusion en se voilant les yeux, en pensant effectivement qu'ils ratissent. En même temps qu'ils appellent les Burkinabés à l'union, en même temps les actes qu'ils posent sont des actes de division. Or, justement, la question qui se pose, c'est que par rapport à la lutte contre l'insécurité, sans cette mise à plat, il va être difficile d'engager le peuple dans une lutte populaire contre l'insécurité. Parce que la démarche qui est suivie aujourd'hui par le pouvoir, qui est une démarche strictement militaire. Vous venez de parler de cela aujourd'hui, la territorialisation effectivement militaire, mais on ne parle pas d'armer le peuple. Alors que la situation que nous connaissons aujourd'hui, il va être difficile de sortir de cette situation si vous n'envisagez pas effectivement d'impliquer le peuple lui-même dans la lutte contre le terrorisme. Vous plaidez pour que le peuple soit armé? Ah ben bien sûr. Mais c'est un couteau à double tranchant parce qu'après les armes, comment on les démobilise, comment on gère? Mais justement, ça c'est une mission, des problèmes internes qu'il faut régler. Mais ça ne milite pas en faveur du non-armement du peuple. Si vous n'armez pas le peuple, d'ailleurs là où ils ont réussi, vous prenez le cas de l'Algérie, c'est à partir du moment où ils ont commencé à armer le peuple que la question du djihadisme a reculé. Donc on ne refait pas l'histoire. Il faut prendre les exemples qui réussissent. Donc voilà, c'est une démarche que nous préconisons parce que
nous pensons que le peuple doit être associé. Mais pour que le peuple accepte de marcher, il faut un contrat moral avec lui. Il faut un contrat moral avec le peuple qui, effectivement, prenne en compte les valeurs qui lui sont chères. Il faut également un pacte social stable, effectivement, qui valorise chaque Burkinabé. Et puis, j'allais dire, un pacte républicain de sécurité et de défense qui mobilise l'ensemble des Burkinabés pour une lutte victorieuse contre le terrorisme. Est-ce que vous avez déjà pris langue avec les autorités sur cette question? Mais nous sommes en train quand même de nous constituer. Nos structures ne sont pas encore en place. Et nous avons une structure centrale. Maintenant, nous travaillons effectivement à mettre en place des structures décentralisées. Et puis, même la plateforme, je vous ai dit que nous sommes en train d'écrire le plan d'action. Mais tant que vous n'avez pas fini un certain nombre de choses à l'interne, ce n'est pas la peine effectivement de mener des opérations externes. Qu'est-ce que nous allons leur dire si nous y allons maintenant alors que nous n'avons pas fini le travail interne? Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de comment est-ce que vous allez mener vos stratégies de lutte de combat pour que tout cela Mais pour ça, vous allez être édifié lorsque nous allons finir les discussions sur notre plan d'action qui déterminera les activités et autres et les stratégies. Alors, vous avez dit que les organes ont été dotés sur fond d'exclusion. Alors, quand vous parlez d'exclusion, est-ce que vous pouvez être plus explicite? Mais remarquez, les ONG qui ont été conviées par le MPSR, notamment à la constitution de leurs organes, regardez, les ONG les plus significatives ont été délibérément éliminées. Aucune de ces ONG, de ces associations, n'a été invitée. Je pense que vous êtes un observateur de la scène nationale. Vous savez très bien les ONG qui comptent dans ce pays, qui ont mené la lutte citoyenne depuis toujours. Alors, ce sont les ONG spontanées qui sont nées pour accompagner. Ce sont elles qu'on a appelées. On ne peut pas construire le pays avec des accompagnateurs. Rien que les associations qui vous accompagnent. C'est ce que j'appelle l'exclusion. Ce que vous appelez exclusion. Alors, pour vous, il faut reconsidérer cela, mettre à plat la transition, mettre un président civil et puis aller maintenant. Ah non, je ne parle pas de président civil. Moi, je parle d'une transition légitime. Okay. Si le peuple décide que c'est les militaires qui sont légitimes, ce seraient les militaires qui sont légitimes. Mais en règle générale, c'est un melting pot, en quelque sorte. Mais nous insistons sur la légitimité plutôt que le civil. Vous parlez de quelle légitimité, puisque c'est un coup d'État. C'est-à-dire validé véritablement par le peuple, c'est-à-dire que choisi de manière véritablement démocratique et validé, c'est-à-dire accepté. Et puis il faut prendre des gens quand même qui sont... C'est après un putsch. Il faut que... Ah mais attendez, le putsch a voulu se constitutionnaliser, non? Si le putsch prend les oripeaux effectivement de la légalité, il faut effectivement fonctionner de cette manière-là. Nous demandons simplement que les organisations représentatives véritablement du peuple soient associées à toute marche de notre pays. Est-ce que ce n'est pas l'épisode de l'insurrection qui vous fait dire ça? Parce que l'insurrection populaire étant un autre contexte, est-ce que vous ne faites pas vous ne confondez pas les contextes? Ah non, mais attention, c'est du réalisme politique tout court. Quand vous prenez le pouvoir, si vous voulez bien faire, la question que vous posez, c'est quelles sont les mesures que je peux prendre pour que j'atteigne mes objectifs. Et c'est ça. Parce qu'on ne peut pas mettre des organisations représentatives du peuple de côté et vouloir réussir la transition. Ça va être extrêmement difficile. Moi, c'est un simple constat que je fais par rapport à ça. Eux-mêmes, de toute façon, ils savent très bien qu'en leur sein, il n'y a aucune organisation représentative du peuple dans le MPSR. Il n'y en a pas. Mais comment vous dites ça? Mais quelles sont les organisations qui sont là-bas?
Il y a des partis politiques. Et les jeunes, mais ils ont dit, mais au début, les militaires ont dit qu'ils vont appeler les uns et les autres en fonction de leur profil, mais pas pour être représentants d'une structure. Donc ça, au moins, ça a été clair dès le début. Donc ceux qui ont été appelés ne représentent pas des structures, mais ils sont allés sur la base de leur profil personnel. Mais c'est même une contradiction. On ne peut pas remettre la Constitution en place et puis refuser les structures qui sont constitutionnalisées. Les partis politiques participent à l'animation de la vie politique. Les ONC également ont leur rôle, qui est un rôle citoyen dans la société. Vous ne pouvez pas récuser ces structures et puis vouloir prendre des individus. Ça, c'est du subjectivisme. Quand on gouverne un pays, on ne le gouverne pas à partir effectivement du copinage. Parce que ce que vous me dites là, c'est rien plus que du copinage. C'est ça. M. Damiba doit se dire qu'il est à la tête du Burkina Faso. C'est un pays. Il n'est pas à la tête d'une famille. Il n'est pas à la tête d'un club où il peut choisir ses amis. Tous les Burkinabés sont compétents pour participer effectivement à l'édification de ce pays-là. Vous ne pouvez pas venir avec vos amis et vouloir qu'on va vous laisser tranquille. Parce que ce n'est pas comme ça. Ce pays-là, il faut le respecter. Il faut le respecter. Parce qu'il a été construit par des bâtisseurs. Ils l'ont construit sur des principes. Ils ne l'ont pas construit sur des principes d'exclusion et d'inclusion, rien que d'inclusion des copains. Voilà, c'est une observation que je fais. Oui, mais en ce qui concerne la gouvernance, vous auriez pensé qu'au début, c'est un gouvernement d'union avec toutes les forces pour avancer? Non. De toute façon, ils sont mal partis déjà, parce que le coup de force n'avait pas lieu d'être. OK? Toutes les mesures là sont des mesures de racolage en fait. Parce qu'on a beau décrier le gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré, c'est le gouvernement, enfin c'est le gouvernement, enfin disons, c'est quand même l'homme que le peuple a choisi. Par les méthodes, par la voie que nous avons tous acceptée, c'est-à-dire la voie, le bulletin de vote. C'est déjà une erreur de venir par un coup d'État et de mettre fin à ce régime. Même s'il y a un problème, il y a des moyens de régler le problème à l'intérieur même par les mécanismes de notre Constitution. Mais nous sommes là depuis. Ça fait combien de temps? Le pays existe depuis longtemps. Ça fait 62 ans que le pays existe. En 62 ans, 7 coups d'État. 50 ans de régime militaire. Vous pensez que cette instabilité-là peut conduire au développement de notre pays? En tout cas, moi, je ne le pense pas. C'est pour ça, c'est même un faux départ que de penser qu'un coup d'État va régler les problèmes. Maintenant, le coup d'État est fait. On fait quoi? Voilà. Un homme politique avisé, fut-il militaire, doit se dire il n'y a pas d'exclusion à faire. Sauf si on est venu pour rassembler des amis. Il n'y a pas d'exclusion à faire. Les partis politiques, les organisations de la société civile, même les plus endurs, c'est-à-dire que c'est ceux qui sont les plus durs vis-à-vis de vous, vous ne pouvez pas les exclure. Voilà la démarche de principe. Maintenant, il peut le faire, il peut dire ce qu'il en pense. S'il l'a tenté, il peut nous dire qu'est-ce qu'il en a été. Ça, c'est un autre problème. Alors, pour cette mise à plat, il faudra un gouvernement d'union nationale ou de large ouverture. C'est selon... Bon, ce n'est pas moi. Quand on parle de mise à plat, ce n'est pas Nama qui décide de comment va être ce qui va ressortir de cette mise à plat. Voilà. C'est le peuple qui décide de ce que demain va être, alors, de ce que les structures vont être.
Le dernier organe de la transition qui a été mis en place, l'organe d'évaluation et de suivi présidé par le chef de l'État lui-même, avec les personnalités qui l'accompagnent. Vous avez vu la liste. Quand vous avez regardé les différents profils, quel commentaire avez-vous à faire? Moi, je l'ai regardé juste avant de venir rentrer dans votre studio. Permettez-moi de ne pas... Mais il y a quelques noms quand même, il y a des personnalités que vous connaissez. Vous connaissez Dr Souril Sangari, vous connaissez Mélégué Traoré, vous connaissez Lukman Sawadgo, vous connaissez le commandant, le patron des sapeurs-pompiers Naon. Donc il y a quand même certaines personnalités dans ce lot-là que vous connaissez quand même. Oui, vous voulez que je dise quoi sur eux? Puisque c'est le dernier organe de la transition. Et il a été dit dans la charte que à la constitution de cet organe, le MPSR va s'autodissoudre. Moi, je considère que en fait, c'est le MPSR bis. C'est-à-dire qu'ils sont venus pour remplacer le MPSR. En attendant, l'état du MPSR... Mais la charte est claire. À la mise en place de ce dernier organe, ça entraîne la dissolution immédiate du MPSR. Oui, mais ils se sont mis sur les cendres du MPSR. En attendant, ils fonctionnent sur les acquis du MPSR, non? C'est ce qui est tout à fait naturel. Mais oui, alors, donc, il faut attendre quand même de voir qu'est-ce qu'ils vont apporter de nouveau. Parce qu'en attendant, concernant le MPSR, moi, je vous ai dit ce que je pensais du MPSR. Et je vous ai dit ce que je pensais de la transition elle-même. Vous me demandez effectivement d'apprécier une structure qui est née hier nuit. Moi, la structure était appelée à naître. Elle est même continuée dans la charte. Ses orientations ont été données. Donc, elle a été composée hier nuit. Oui, elle était composée hier nuit, mais sa mission a été dite. Non, ce que je veux vous faire comprendre, dans la charte. M. Bougouma, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est trop tôt pour apprécier ce genre de choses. On n'apprécie pas les choses sur les individus. C'est une structure. Il faut attendre de voir un peu quelles sont les missions, effectivement, que s'attribue il faut attendre quand même la feuille de route de cette structure-là. Est-ce qu'elle fera mieux que le MPSR? Ça, c'est une question qui est posée. Mais il ne faut pas se précipiter à apprécier les choses. C'est vrai que les journalistes aiment anticiper, effectivement, mais quand même, nous sommes en politique ici, ça c'est un domaine politique. Laissons-les, effectivement, s'organiser pour nous proposer quelque chose. Monde politique, pour ceux qui nous suivent à la radio Watt FM, se poursuit avec notre invité Germain Bitiou Nama, coordonnateur du Front Patriotique qui a été lancé le 4 août dernier. Alors, Monsieur Nama, vous avez lancé votre organisation le 4 août. Le 18 août, il y a un autre mouvement qui est né, le Front National, le Front de Libération Nationale, composé, dit-on, de 66 organisations de la société civile, et pour pouvoir accompagner le MPSR. Là, on a l'impression, dans les propos, que cette structure a été créée contre vous. Quel commentaire avez-vous à faire? Ils ont dit qu'ils ont été créés, effectivement, pour accompagner le MPSR. Mais dans le discours qu'ils ont tenu, ils ont dit que nous allons les trouver, nous allons les trouver sur notre chemin, en quelque sorte, parce qu'ils vont s'opposer à nous. Moi, je leur souhaite bon vent, tout simplement, parce que nous n'avons pas le même combat. Nous poursuivons notre combat, qui est effectivement de travailler à la réalisation de 9 points de notre plateforme politique. Nous ne nous occupons pas, effectivement, d'une association qui est née, qui a la liberté constitutionnel de naître et de fonctionner. Nous ne nous occupons pas de ça, mais nous jouissons de ce droit constitutionnel qui est d'exister et de fonctionner. Maintenant, s'ils veulent se mettre en travers de la loi pour nous empêcher effectivement de nous exprimer, je pense que les lois de la République sont là pour rétablir l'ordre. Il dit que vous allez les trouver sur leur chemin, c'est-à-dire qu'ils vont venir vers vous, mais c'est vous qui allez aller vers eux. Je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer, mais les ambitions sont clairement affichées. C'est contrer vos actions. Oui, mais posez-leur la question pour qu'ils vous explicitent ça. L'occasion leur sera donnée en tout cas de répondre à cette question aussi. Du reste, vous avez déjà reçu un de leurs sur votre plateau. Avant l'émission étant en congé, le tribunal étant en congé, nous ne les avons pas encore reçus. Et Monde politique avec vous après eux. D'accord. Il y a aussi, en ce qui concerne les dossiers judiciaires, vous avez dit que c'est de vider les dossiers judiciaires, les crimes impunis, et puis les dossiers qui ont été jugés, puis dont les exécutions
les décisions de justice posent problème. Il y a le cas Blaise Compaoré, mais il y a d'autres dossiers. Le dossier d'Abou Boukari sera enrôlé sera jugé en septembre lors des assises criminelles. On y est presque déjà arrivé. C'est déjà un grand pas de gagner. Oui, mais en même temps, il y a aussi le dossier d'Assolé qui est également qui a été jugé et qui se balade, dont on ne s'en occupe pas. Du reste, on se pose la question, en fait, qui travaille à affaiblir notre justice? Travaille à affaiblir notre justice? Oui. Puisque ces décisions ne sont pas respectées. Il a eu une permission pour aller se soigner. Apparemment, il joue les bons offices aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il est guéri. Pourquoi on ne le ramène pas au pays pour purger sa peine? C'est une question que je vous pose. On a vu Blaise Compaoré venir ici sans que la justice ne puisse faire quoi que ce soit. Alors nous nous posons la question sur justement la conception, sur ce qu'eux veulent faire de notre justice. Est-ce qu'ils veulent l'affaiblir? Est-ce qu'ils pensent qu'en affaiblissant la justice, ils renforcent notre vivre ensemble? C'est la question que je me pose. Oui, il y a évidemment un autre dossier, une plainte qui a été introduite, mais ça concerne l'insurrection populaire où Bala Sakandé est cité à comparaître avec Émile Paré. Donc c'est une action judiciaire intentée par Léonce Koné. Quel commentaire en faites-vous? Écoutez, si le dossier a été déposé, il va être jugé. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire par rapport à ça. Et lorsque ça viendra, on pourra effectivement faire les commentaires. Mais sur le dossier judiciaire aussi, il y a le dossier de l'insurrection populaire dont on ne parle pas. Écoutez, on n'en parle pas. Pourquoi vous voulez qu'on en parle? Vous dites bien une insurrection populaire. Qui va juger une insurrection populaire? Qui est en mesure de juger une insurrection populaire? Voilà. Parce que l'insurrection populaire est inscrite dans notre Constitution. C'est un droit constitutionnel. Quand le peuple se sent opprimé, il a le droit effectivement de s'insurger. Vous voulez le juger comment? Mais quelqu'un a dit que c'est lui qui a organisé. Hein? Mais les gens peuvent parler comme ils veulent. Ou alors ce n'est pas une insurrection populaire. En tous les cas, même si ces gens ont organisé, dès lors que c'est une insurrection populaire, ça dépasse la personne. Ça dépasse la personne qui pense avoir joué un leadership là-dedans. Et puis il ne faut pas exagérer. Vous-même, Bernard, j'ai vu ce que vous avez fait. Vous avez contribué à cette insurrection populaire rien qu'en faisant simplement votre travail de journaliste. Voilà, chacun a contribué à sa manière. Voilà. Et les risques que vous avez pris, en son temps, vous aurez pu y perdre votre vie. Parce que moi, je vous ai suivi de près. Alors on va venir vous juger parce que vous aviez effectivement accompagné le peuple dans sa révolte. Je souhaite bonne chance à ceux qui ont une telle initiative. Alors vous parlez d'affaiblissement de la justice alors que la justice burkinabé a eu des galons quand même après l'insurrection populaire, il y a eu son autonomisation. Le chef de l'État n'est plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le juge burkinabé a beaucoup plus d'indépendance par rapport à ce qui avait été donné de voir. Il y a quand même un renforcement du dispositif à ce niveau, qui a consacré plus de marge de manœuvre à nos magistrats. Donc quand vous parlez d'affaiblissement de notre justice, est-ce que ce n'est pas deux cas seulement isolé? Est-ce que c'est suffisant pour dire que la justice est déjà affaiblie? Oui, bien sûr, la justice est affaiblie. Je valide effectivement ce que vous venez de citer, c'est effectivement des acquis importants. Mais j'ajoute à la liste que vous menez, mais le rôle que la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel a joué en voulant constitutionnaliser un coup d'État. Moi, je trouve que c'est une honte. C'est vraiment flétrir notre institution judiciaire que d'arriver jusqu'à adouber un coup d'État jusqu'à le constitutionnaliser. Voilà. Et ça, c'est un affaiblissement de notre justice. Monsieur Bougouma.
Oui, mais est-ce que ces choses-là sont passibles de poursuite? Nous ne savons pas, la roue de l'histoire tourne. On ne sait pas ce que nous réserve l'histoire. Mais ça, ce sont des choses qui se payent. Ce sont des compromissions qui se payent. Ces gens-là qui ont validé cela auront peut-être un jour à répondre de cela. Moi, je ne peux pas vous le dire, mais c'est une éventualité. D'accord. Parlons de l'organe de régulation des médias. Vous êtes journaliste et administrateur donc, du mensuel L'Événement, ouais. Mais il y a le Conseil supérieur de la communication aujourd'hui qui est bloqué, qui ne fonctionne pas. Ouais. Et ça peut jouer également sur la régulation au niveau des médias s'il y a des dérives. Déjà que certains communiqués qui devaient être signés par le CSC ont été signés par le gouvernement en ce qui concerne un certain nombre de choses. Alors, pour une sortie de crise. Ouais, il suffit que Damiba signe le décret d'élection pour reconnaître effectivement le nouveau président du CSC. Et puis c'est tout. Mais l'affaire est en justice. Mais la justice a déjà décidé. La justice a déjà décidé que les élections ont été irrégulières. Je crois que vraiment ça fait honte au leadership. Ça veut dire que si ce n'est pas mon choix, rien ne va se produire. C'est le constat que nous faisons tous. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu d'ailleurs de retourner à l'ancienne formule où le président ou la présidente du Conseil supérieur de la magistrature était directement nommé par le président? Oui, mais pour éviter ce genre de situation. Ça, c'est une autre question. Où on n'est pas dans une comme démocratie ou pas démocratie. Oui, mais ça, c'est une autre question, Bouma. Mais en attendant ça, voilà un problème qui est posé et qui vraiment pose un grand problème d'État où un président bloque une décision de justice et refuse de signer alors que la justice en a décidé autrement. En même temps, ça bloque le fonctionnement de et ça bloque le fonctionnement d'une institution importante comme le CSC. Voilà où nous en sommes. Et voilà pourquoi j'ai dit on ne peut pas rassembler le peuple autour d'une gestion aussi scabreuse. C'est pas possible. Bon, l'actualité nationale aussi, ce sont des personnes victimes d'intimidation. On a vu le cas du véhicule de l'activiste Serge Bayala. Encore au niveau du compte rendu du Conseil des ministres, le ministre porte-parole du gouvernement a révélé d'ailleurs qu'il y a 6 autres cas comme ça, de la même manière. Et pour certains, c'est le retour des vieux démons. Pour d'autres, c'est une technique de victimisation. Alors pour vous, ces signaux envoient quoi? Avec l'expérience que vous avez. Une technique de victimisation, c'est quoi? Vous voulez dire que c'est Bayala qui a organisé? Il y en a qui l'ont dit. Ils ont dit que c'est Bayala qui l'a orchestré juste pour s'attirer des projecteurs. Mais écoutez, avant ça, Bayala a été l'objet de plusieurs menaces. Ah, avant ça? Avant ça. Ils ont même dit qu'ils vont le faire, c'est-à-dire le tuer. Et si c'est suivi par l'incendie de son véhicule, vous le voyez en train d'incendier son véhicule? Qui va rembourser son véhicule? Non. Il y a que... Bon, vous avez aussi suivi effectivement les troubles qui ont eu lieu lors du lancement de la charte du Front patriotique. Tout à fait. Monique nous a précédés, c'est-à-dire sa conférence de presse a été perturbée. Mais tout ça, c'est une escalade. On en finit par l'incendie du véhicule de Serge Bayala. Mais ce n'est pas des choses isolées. C'est des choses qui se tiennent. Et qui peut être à l'origine. Pendant ce temps, effectivement, il y a une violence verbale qui monte. Vous avez cité des organisations qui disent que nous allons les trouver sur notre chemin, etc. Et si, effectivement, on retrouve des actes de vandalisme de ce genre, évidemment, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Et l'État ne dit rien. Vous avez déjà un communiqué du gouvernement qui a condamné. Oui, mais après combien de machins? Non, après le Conseil des ministres qui a suivi. Oui, mais avant ça, il y a eu Monique là. Est-ce que le gouvernement a dit un mot? Si le gouvernement avait sévi dès ce machin-là, même la perturbation dont notre manifestation a été l'objet, ça n'aurait pas eu lieu.
C'est en laissant faire que les gens sont montés crescendo. Voilà. Ils arrivent, les malades, le médecin après la mort, pour maintenant sortir un communiqué. C'est très bien, mais c'est un peu tard. Alors, où en êtes-vous avec justement le cas qui vous concerne, la perturbation qui a eu lieu au niveau du lancement du front? Il y a 2 plaintes en justice qui ont été déposées. 2 plaintes. 2 plaintes. Une plainte qui a été déposée par le Forum d'Itanier, qui a fait la demande de la salle, et une plainte qui a été déposée par Sakandé, qui a été violentée. Et des auditions ont eu lieu après le dépôt des plaintes, et on attend la suite. À ce stade, les auditions ont déjà eu lieu. Les auditions ont eu lieu. Alors, mais l'homme se défend, le principal incriminé à l'ALT se défend. Il dit que vous aviez séquestré ces éléments. C'est pourquoi il est venu pour s'enquérir de la situation. Ces éléments, qu'est-ce que ces éléments cherchent là-bas? Hein? On a séquestré ces éléments. Lui, il a des éléments. Il est une milice ou quoi? Il a des éléments chez nous qu'on a séquestrés. On les a séquestrés comment? Il se trouve qu'il y a un service d'ordre chez nous. Si tu n'as pas une carte d'invitation, tu ne peux pas rentrer. C'est tout. On séquestre comment? Si tu n'as pas de carte, tu ne rentres pas. Il se trouve qu'il y a des individus qui ont dit qu'on s'en fout de carte. Et ils ont voulu forcer. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est des voyous, effectivement, qui ont voulu faire leur forfait. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et il se trouve qu'ils ont été... L'individu est un député. Nous demandons tout simplement qu'il soit destitué. Parce que c'est indigne, justement, d'une assemblée du peuple. Ah oui. Alors, c'est aussi le printemps des organisations de la société civile. Et pour beaucoup d'observateurs, cela témoigne du dynamisme de la scène politique burkinabé, parce qu'au niveau du Burkina, c'est connu, il y a plusieurs organisations qui naissent au gré de l'évolution du pays. Oui. Cette fois-ci, en un temps record, il y en a eu beaucoup. Dynamisme ou opportunisme? Ben, vous savez, il y en a qui sont nés juste pour accompagner. Vous connaissez le Landerneau national. Il y a des associations purement alimentaires qui sont nées. Je leur souhaite bon vent. Il y en a aussi, effectivement, qui sont nés avec un programme bien ficelé et qui est un programme citoyen. Je leur souhaite bon vent également. À vous de voir si c'est un dynamisme. En tout cas, le constat est qu'il y a une polarisation de la scène. Cette question, je la pose à M. Nama, qui connaît bien Landerneau burkinabé et qui est un long observateur de cette situation au niveau du Burkina Faso. C'est pourquoi je pose la question pour vous, en tant qu'observateur. Est-ce que c'est un dynamisme? Ah non, ou une vitalité de la jeunesse burkinabé? Ah non, vous savez, il y a des effets pervers des situations. Il y a effectivement des coups et des contre-coups. Il y a des naissances et il y a des contre-naissances, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est comme ça qu'il faut analyser cette situation. Il y a des associations qui sont nées pour contrer d'autres. Alors ça, on ne peut pas dire que c'est un dynamisme. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens qui sont manifestement malades de voir effectivement des gens indépendants, des esprits indépendants, qui discutent pour faire avancer les choses dans le pays. Parce que tout simplement, eux, ils ont décidé de soutenir un pouvoir, sans doute parce que ce pouvoir leur donne à manger. Ils considèrent ceux qui viennent comme des perturbateurs. C'est ça la réalité dans le pays. Ça n'est aucunement le signe d'un dynamisme quelconque. C'est vraiment la misère, c'est plutôt le signe d'une misère morale au niveau de notre jeunesse qui se laisse manipuler pour quelques subsides, qui se laisse manipuler. Et ça, c'est un travail également que le Front patriotique doit se donner pour que la jeunesse trouve où se trouve, recherche son véritable intérêt et arrête de se laisser manipuler. Et c'est la fin de cette émission parce que le temps qui nous a été imparti est terminé.
Nous vous disons merci d'être venu. Les portes de cette émission vous restent toujours ouvertes. Beaucoup de courage à vous au niveau de votre organisation, le Front Patriotique. Madame, Monsieur, nous vous disons merci, vous qui avez suivi cette émission. Merci à l'équipe de réalisation de la télévision et de la radio. Au revoir et bien des choses chez vous. En attendant, je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde Politique. Au revoir.